Bienvenue à Destination Numérique, vous écoutez un tout nouveau balado de formation présenté par Événements Attraction Québec et Formation Info Presse. Moi je m'appelle Arnaud Granata et je serai votre guide dans cette série sur le virage numérique dans l'industrie touristique. Alors dans chaque épisode, on parle d'une tendance numérique incontournable avec des experts mais aussi avec des leaders du milieu. Que vous soyez un gestionnaire, un entrepreneur ou encore un spécialiste, ces conversations, elles vous permettront d'aiguiser votre regard stratégique et de bonifier vos pratiques. Quelle que soit la taille de votre organisation, on vous donne des conseils concrets et des ressources pratiques pour vous outiller et vous accompagner vers votre destination numérique. Alors c'est parti! Au cœur de la transformation numérique, on retrouve une discipline indispensable, c'est la gestion de données. C'est une science autant qu'un art et l'utilisation des données, elle permet aux organisations de s'adresser à la bonne clientèle au bon moment sur la bonne plateforme. Le problème, c'est que plusieurs annonceurs sont toujours dépendants des géants du web pour s'adresser à leurs propres clients, puisque ceux-ci disposent de données sur pratiquement tout le monde. Alors comment les attractions et les événements peuvent-ils se libérer de cette dépendance et miser sur leurs propres données pour atteindre leur objectif marketing ? Dans cet épisode, on se demande quelles sont les meilleures stratégies à mettre en place pour utiliser les données numériques dans votre organisation. Notre expert invité aujourd'hui, c'est Jean-François Renaud, associé, cofondateur de la firme Adviso, formateur Info Presse. Jean-François, vous êtes professeur associé à HEC Montréal. Bienvenue, merci d'être là. Merci Arnaud. Notre leader invité, c'est Noémie Cousineau, directrice marketing et communication pour Croisière AML, un vrai chef de file du secteur touristique. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir, je suis contente d'être là. Alors, on le sait, le marketing, en marketing numérique, la donnée, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ma première question, une question peut-être plus personnelle, mais pourquoi ça vous passionne, les données ? Je commencerai avec vous, Jean-François. Qu'est-ce qui est passionnant dans cette discipline-là qui semble en constant changement, perpétuel en fait ? Ben, moi, ce qui me passionne là-dedans, c'est que je me suis rendu compte que les organisations qui maîtrisent ce secteur-là, ils sont vraiment beaucoup plus compétitifs que celles qui ne le maîtrisent pas. Puis comme mon travail chez Adviso, c'est d'aider, puis aussi au HEC, c'est de former la relève, c'est d'aider les gens à comprendre qu'est-ce qui fait la différence dans une stratégie, une approche numérique, une approche marketing. Ben, je pense que les données, les entreprises qui possèdent cette compétence-là à l'interne et qui la développent sont beaucoup plus compétitifs que ceux qui ne le font pas. Aussi simple que ça. Est-ce qu'il faut être un peu obsédé par les données pour pouvoir réussir à comprendre cette industrie-là? Oui, parce que si... J'en fais énormément de discussions à travers ce sujet-là. Puis une des questions, par exemple, avec les détaillants, on va leur dire, c'est super important que vous preniez... que vous capturiez la donnée à la caisse, par exemple. Ou même à la caisse, ça pourrait être vrai en tourisme aussi. Ils vont nous dire, oui, mais nos syndicats, c'est difficile à opérer. La confidentialité. Alors que les gens qui ont utilisé la confidentialité ou la complexité de demander même à des employés de commerce de détail de capturer une donnée à la caisse, ils vont, à la première occasion, au premier obstacle, on peut décider de ne plus le faire. Mais c'est exactement ce genre d'obsession que ça prend pour dire, ben nous, on va le faire de façon obsessive, puis on va avoir des données sur nos clients, puis on va être capable d'aller acquérir des clients et de garder nos clients beaucoup plus longtemps parce qu'on a ces données-là. Ah, c'est intéressant. Noémie, donc je disais directrice marketing Croisière AML, quelle place occupent les données dans votre équipe ? Comment, concrètement, vous gérez ça, les données d'un point de vue technologique ? Bien, les données, on les gère de toutes sortes de façons, autant pour l'aspect marketing, donc on va bâtir une espèce de compréhension sur notre clientèle qui est venue sur nos bateaux, qui est venue sur nos croisières pour essayer de mieux cibler par après. Mais même au-delà du volet marketing, on a des données sur la satisfaction des clients quant à leur expérience chez nous, fait que ça, c'est super important. C'est autant qualitatif que quantitatif. On envoie des sondages après. Donc, de toutes sortes de manières, on peut récolter des données qui nous aident à mieux cibler nos clients, mais aussi améliorer notre expérience. C'est une place, donc, je sens majeure dans le département marketing, c'est les données, vous diriez? Oui, quand même, parce que on a une clientèle tellement diversifiée qui vient de partout dans le monde, puis on a aussi plein de produits différents, fait qu'on peut pas vraiment se fier à notre instinct. Faut vraiment essayer de voir qui vient, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, parce que ça peut être vraiment différent. Mettons, un client qui vient de l'international versus un client local, ils ont vraiment des points de consulter leur information à différentes places, puis ça, faut le savoir, là.
Ah oui, absolument. Dans l'univers des données, on parle de données qui viennent d'un tiers, d'un partenaire ou encore de nos clients. On parle de données tierces, données partenaires, données internes et même de données, ce qu'on appelle en anglais zéro party. Jean-François, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui distingue tous ces types de données-là? Oui, bien sûr. Les données tierces, c'est celles qu'on va acheter à Google, parce que quand on achète un placement publicitaire chez Google ou chez Facebook, on va acheter aussi un ciblage. Ouais. Donc, ce ciblage-là, c'est la donnée tiers. Donc, c'est de la donnée qu'on va acheter ou qu'on va louer le temps d'une impression. La donnée primaire, c'est la donnée qu'on possède. Fait que c'est la donnée que Noémie possède quand quelqu'un a acheté un billet puis qu'elle est capable d'obtenir son courriel et de le rejoindre après. Ça, c'est la donnée primaire. La donnée de partenaire ou la second party data, c'est de la donnée où on va faire une entente de partenariat avec quelqu'un, une autre entreprise, par exemple, qui cible la même clientèle que nous, mais qui n'est pas compétitrice. Donc, on pourrait, par exemple, penser à... l'exemple que je donne souvent, c'est une compagnie qui fait des voyages dans le sud, puis une compagnie qui vend des maillots de bain. Ils ont la même cible, hein? Quelqu'un qui veut aller dans une plage prochainement. Et les deux, ils ne se compétitionnent pas, donc ils peuvent faire une entente ensemble pour se prêter leurs audiences, pour pouvoir rejoindre des clients potentiels pour un ou pour l'autre. Et le zero party, ça, c'est un autre type de données. C'est de la donnée où finalement les gens donnent leurs données. Ils sont même pas en train de donner, l'utilisateur final donne sa donnée dans le processus même et il n'est pas en train de faire un sacrifice envers sa vie privée, là. Il le fait de façon naturelle, automatique presque, parce que c'est important pour donner le service. Par exemple, je veux avoir la météo de Montréal, j'écris Montréal dans la barre de recherche. Ouais, c'est une donnée. Ben, c'est pas... Je n'ai besoin pour faire le travail, ça fait du sens de demander cette donnée-là. Donc, il n'y a aucune friction, là, si on veut. Puis Noémie, est-ce que vous récoltez toutes ces données-là? Par exemple, je prends l'exemple de Jean-François sur partager des données avec une entreprise d'une autre industrie. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? On collabore avec d'autres industries. Concrètement, au niveau de partenariat, j'ai pas d'exemple en tête. Par contre, assurément qu'on a des données que les clients nous donnent directement. Ouais. Je pense à mettons, d'où ils viennent sur la planète. On peut récolter cette donnée-là. Puis ce qui est le fun après, c'est qu'elle nous appartient dans un certain sens. Fait qu'on peut travailler avec cette donnée-là, puis on n'est pas dépendant de quelqu'un d'autre. Ouais. Jean-François, c'est quoi la différence entre une donnée comportementale et une donnée transactionnelle? Bien, la donnée comportementale, c'est celle dont Noémie parlait un peu plus tôt. Elle a dit les gens planifient leur voyage. Tu nommais ça. Ouais. Donc, c'est tout ce qu'ils font avant de procéder à une transaction. Ouais. Puis, la donnée transactionnelle, c'est vraiment la donnée où on dit, cette personne-là, c'est la donnée. Arnaud a acheté un billet sur un bateau de croisière, telle date. Et le gros défi, souvent, c'est que ces deux univers-là sont complètement séparés. Donc, on va avoir de la donnée de POS, qu'on appelle, de point of sale, de caisse enregistreuse. Ouais. Et cette donnée-là, elle est super importante parce qu'effectivement, on sait ultimement les revenus qu'on a apportés. Mais si on la combine pas avec la donnée comportementale, on va avoir de la difficulté à agir sur cette donnée-là. Donc, par exemple, si on combine les deux, on va être capable de se rendre compte que quand on fait tel geste d'un point de vue marketing, on va avoir un impact réel en transactionnel. Alors, on va pouvoir influencer le prochain geste qu'on va faire en comportemental. Et ces deux univers-là sont complètement séparés. Je donne un exemple. Le POS puis Google Analytics, c'est deux... Si on prend pas le temps d'unifier ces données-là, on va avoir beaucoup de difficultés. On va les regarder en parallèle puis on pourra pas agir finalement. Ouais. Donc, c'est important d'avoir une vue globale, en fait. Ça, c'est le gros défi, oui, effectivement. Ouais. Noémie, votre entreprise, donc Croisière AML, sont reconnues dans l'industrie pour votre utilisation assez judicieuse des données comportementales d'une part et transactionnelles d'autre part. Concrètement, quelles données recueillez-vous et comment vous vous en servez concrètement? Au niveau des données qu'on recueille, comme je disais tantôt, on a tout le profil un peu du client qui vient acheter la croisière, d'où il vient, est-ce qu'il y avait des enfants aussi avec lui, est-ce qu'il n'y en avait pas. Donc, on est capable de dresser un petit peu un portrait par produit de qui est venu sur le bateau. Donc, on peut voir que assurément les croisières aux baleines, ça l'attire beaucoup les Européens. Donc, il y a un marché là, ça l'attire beaucoup les Américains, le Canada anglais. Donc, tout ça, on était capable de le voir en analysant un peu les données qu'on avait récoltées. Puis aussi, à travers toutes nos campagnes numériques qu'on peut faire, on regarde les résultats, les clics,
qu'est-ce qui s'est passé après, quel achat a été fait par rapport à quelle campagne. Donc, on est capable aussi d'analyser les performances puis voir qu'est-ce qui a fait réagir aussi les clients potentiels. Là. D'accord, donc vous l'utilisez de différentes manières à l'interne. Ouais. Et ce que je comprends, c'est que vous avez quand même un portrait robot type de vos acheteurs par type de produit, on peut dire ça. Oui, exactement. On a qu'est-ce qui les intéresse puis quel type d'expérience ils viennent rechercher. Depuis qu'AML fait ça, est-ce que vous diriez que ça a changé aussi d'une certaine façon la façon de faire le marketing? C'est plus précis? Bien, c'est sûr que c'est plus précis. Puis même un exemple, pour moi, le sondage de satisfaction, c'est tellement peut-être la chose la plus facile à mettre en place, puis d'avoir des résultats concrets rapidement, puis d'être capable d'améliorer l'expérience. Fait que ça, c'est vraiment un bon exemple de choses qui a été mis en place. Les gens, ils peuvent écrire noir sur blanc qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils ont aimé, puis on peut agir tout de suite. Tout de suite, oui, tout à fait. Presque en temps réel là, sur l'expérience du client. Donc, c'est sûr que ça nous aide à être plus précis puis à être encore meilleur. Là. Autant pour nous au niveau du marketing, mais pour le client, on veut qu'il apprécie son expérience à bord. Oui, tout à fait. C'est un must. Jean-François, vous nous avez dit en préparant ce balado qu'une stratégie de données réussie repose sur les personnes, sur les plateformes et sur les processus. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement par là? Ben, c'est qu'on est dans un univers, dans le numérique, il y a des gens qui aiment beaucoup ça. On les appelle, chez nous, on a fait un espèce d'article avec, on a montré comme les Transformers. Je ne sais pas si tu savais de ces jouets-là à l'époque. Ben oui, on a tous joué avec ça. Exactement. Puis nous, on en a un qu'on appelle le platformer. Donc, c'est quelqu'un qui aime ça, juste mettre des plateformes. Et c'est donc excitant pour les entreprises d'acheter Salesforce, par exemple. Ouais, c'est un événement, fortune, ça coûte une fortune. Ouais. Mais ce qui est surtout important, c'est de faire quelque chose avec. Ouais. Okay? Puis faire quelque chose avec, ça prend un processus qui l'accompagne. Ça prend des gens qui sont formés. Ça prend des gens qui ont des incitatifs à insérer de la donnée dans ces systèmes-là. Parce que si on a une plateforme de sondage, puis qu'il n'y a pas un processus qui va autour, qui oblige toute la chaîne de personnes à en prendre connaissance, à être obsédées par le faire passer, ce sondage-là, bien, on va se ramasser avec un N de, je sais pas moi, 5% des gens qui viennent sur le bateau. Mais c'est pas si intéressant que ça. C'est intéressant quand on a un N de 50, 60, 70% des gens qui répondent à notre sondage. Mais pour ça, ça prend une obsession, ça prend un processus, ça prend il faut que tout soit enchaîné ensemble. Et ça, c'est une erreur qu'on voit très, très, très régulièrement. Et c'est souvent... Des fois, les gens vont faire le parallèle, vont dire ça n'a pas fonctionné. Cette plateforme-là ne servait à rien. Oui, mais si tu n'as pas tenu compte des 3 P là, qu'on appelle, ben, c'est certain que ça ne fonctionnera pas. C'est un peu comme si on achetait une super machine à café, mais qu'on n'avait rien... on n'avait pas un barista pour s'en servir, puis les gens, finalement, allaient s'acheter un café au Tim Hortons à la place. Oui. Mais ça, Noémie, vous, par exemple, avez-vous mis en place des processus chez AML pour recueillir ces données-là? Ben oui, exemple, le sondage est envoyé systématiquement, puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur du mot processus non plus. Le processus, ça ne veut pas dire embaucher une équipe de 50 personnes puis faire plein d'affaires puis que ça prenne vraiment du temps. Là, c'est juste d'aller cibler les petites actions qui sont faciles à mettre en place puis qui sont faciles à suivre. Puis il y en a vraiment beaucoup. Là. Puis c'est ça aussi, tu parles de Salesforce, c'est clair, les gens ils ont comme cette vision-là de vouloir avoir toutes les données puis d'être vraiment Big Brother, mais on n'est pas obligé de commencer par là. On peut commencer petit puis faire des petites choses. Puis c'est au fil du temps que tout va s'organiser. À un moment donné, tu vas te rendre compte que tu vas avoir plein de données un petit peu partout. Puis quand tu vas être rendu là tu mettras Salesforce puis tu feras la consolidation. C'est ça. C'est pas un must-have immédiat tout de suite si le reste ne suit pas derrière. Facebook, Google détiennent 80% de la tarte publicitaire numérique au Canada. C'est énorme, on le dit souvent, on a souvent entendu ce pourcentage-là dans les médias. L'industrie, elle est complètement dépendante de leurs produits publicitaires. Les coûts pour cibler sur Facebook et Google, eux aussi, évidemment, ont augmenté. Ça prend beaucoup plus d'impressions aujourd'hui pour rejoindre un visiteur potentiel pour une attraction touristique. Jean-François, au-delà des coûts, pourquoi est-ce que c'est problématique de se fier uniquement sur Facebook et Google pour sa stratégie de segmentation? Ben, c'est parce qu'elle ne nous appartient pas, déjà. On est en location constante. Et je pense que le succès, la commercialisation d'une entreprise, ça devrait être une obsession de tous les jours. Je veux dire, une entreprise touristique, particulièrement, elle doit constamment renouveler son bassin de clients. Parce que, je veux dire, c'est pas parce que je fais pas nécessairement une croisière 5 fois par année. Là. Je vais peut-être en faire une fois par 2 ans. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais
c'est encore plus difficile. Donc, on est en train de faire de l'acquisition de nouveaux clients constamment, mais ça serait le fun qu'on... et Google, Facebook sont très pertinents. Là. C'est juste que si, comme tu l'as dit en entrée d'émission, si j'ai besoin d'eux pour parler à mes clients avec qui j'ai déjà une relation d'affaires, ben là, c'est un petit peu, c'est un peu comme passer par... c'est un peu passé par Chibougamau pour aller pour faire un Montréal-Québec. Là, en mettant une coupe coupe de pièces aussi sur le bord du chemin, parce que c'est littéralement ça. Ah ben oui, c'est plus qu'une coupe de pièces. Je veux dire, hier, j'ai reçu un brief d'un client que je nommerai pas, un grand client québécois, il met 3 millions de dollars en médias. C'est 80% qui met exactement le chiffre, 80% sur Google et sur Facebook. Tu sais, c'est énorme. Là. Je veux dire, ça, c'est de l'argent qui ne va pas à des médias québécois. Et c'est de l'argent surtout que... et pourquoi on a autant fait ça? Pourquoi la dépendance est faite de cette manière-là? C'est que justement, ils ont de la data, ils ont des données qui ne sont pas disponibles ailleurs. Et c'est tellement facile. Mais qu'est-ce qui arrive quand il y a un monopole ou un duopole? Ben, s'il arrive quelque chose, ben, c'est le client souvent qui va payer la facture à la fin. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec la cookie apocalypse, c'est que Google et Facebook, leur matière première, où ils capturent eux-mêmes de la donnée, l'endroit où ils capturent la donnée est affecté en ce moment par tous les changements autour de la vie privée. Donc, leur matière première de données leur coûte plus cher et ils repassent la facture à leurs clients, tout simplement. Donc, c'est cette fameuse apocalypse des cookies. Oui, là, voilà. Et donc, les clients sont dépendants parce qu'ils ont toujours... Ça fait des années qu'ils font ça, ça allait bien. Mais là, soudainement, le prix augmente, mais ils n'ont pas d'alternative parce qu'ils ont laissé aller un petit peu cette capacité-là à gérer des données. Souvent, l'obsession, elle a tombé un petit peu parce que c'était facile. Et c'est là qu'il y a un danger, dans le fond. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Mais ce qu'on peut faire concrètement, c'est déjà d'avoir une stratégie de s'identifier la donnée qui a une importance, la segmentation qui a une importance. Tu as parlé d'Européens, tu as parlé de famille. Tu sais, bon, déjà de connaître ça, c'est déjà la première étape. Après ça, l'autre étape, et là, je ferai peut-être une nuance sur ce que tu disais, Noémie, avec la donnée de sondage. Pour moi, l'important, c'est aussi de pouvoir la réutiliser, cette donnée-là. Pas juste regarder puis dire « Ah, ils sont satisfaits, les gens des Européens qui viennent sur nos bateaux », mais de dire aussi « Je veux leur reparler à ces Européens-là et je veux reparler à d'autres Européens qui leur ressemblent parce que je sais qu'eux ont plus de chances de venir sur des bateaux l'année prochaine. » Fait que c'est de trouver la segmentation qui fait une différence pour notre modèle d'affaires et d'être capable dans le fond, c'est ça, fait que de capturer de l'information, de se rendre compte de ces choses-là et après ça, de l'organiser la data pour pouvoir être capable de trouver d'autres personnes qui ressemblent à ces gens-là. Fait que c'est toute une chaîne. On peut commencer petit. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Noémie. Surtout, dorénavant, là, il y a des technologies qui commencent à arriver de plus en plus qui ont démocratisé énormément. On n'a plus besoin d'une plateforme qui coûte des millions de dollars pour faire ça. On est capable de bâtir des petits cas, un par un, au lieu... Parce que quand on achète une grande solution, on paye le 100% de la solution. Ben oui. Puis même si on utilise juste 5% des utilisations, aujourd'hui, on est capable de bâtir des petits morceaux, un à la fois, à mesure que... Nous, on appelle ça les cas de valorisation de données. Fait que, par exemple, si je dis... je capture la donnée pour faire un sondage. Et ça, c'est un cas de valorisation de données. Mais je suis capable de commencer avec lui, puis là, d'en bâtir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et donc, je paye juste à mesure que ça m'apporte de la valeur. Et donc, c'est beaucoup moins risqué pour les entreprises. Ah oui, tout à fait. Noémie, est-ce que c'est une réalité aussi que vous avez observée comme annonceur ou comme entreprise, en tout cas, cette prédominance de Facebook et Google que vous devez utiliser aussi, j'imagine? Oui, on l'utilise. On l'a remarqué aussi. J'ai pas l'impression qu'on est comme, mettons, dépendant à toutes leurs données parce qu'on a quand même une connaissance aussi de notre marché puis on récolte nos propres données. Mais assurément, pour annoncer, c'est deux très, très gros joueurs. Puis on est en train justement d'avoir ces questionnements-là, nous aussi. Puis on regarde les alternatives puis les choses qui vont être possibles de faire dans le futur là, avec les enjeux. Puis est-ce que là, c'est, mettons, question plus personnelle, mais entre Google et Facebook, est-ce qu'on n'a pas l'impression que Facebook est en train de prendre un petit peu le bord et Google reste quand même un must dans l'emplacement publicitaire, Jean-François? Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des raisons pour ça. Apple est un joueur aussi qui s'en vient dans l'univers publicitaire. A décidé d'attaquer Facebook en premier parce que c'était facile, parce que Facebook faisait plein d'erreurs là, au niveau de sa manipulation de la vie privée et compagnie. Donc, Apple a tapé sur la victime facile pour commencer. Il y avait aussi des ententes qui l'empêchaient de le faire avec Google. Donc, c'est juste premier morceau, mais les deux ont quand même des défis. Puis Google aussi a quelque chose quand même que, tu sais, on le sait aujourd'hui, il y a quand même un frein de la croissance un peu chez Meta. Il y a moins de volume. En fait, Meta qui est la maison mère de Facebook. Là, oui, c'est ça, exactement. Donc, Instagram, Facebook principalement.
il y a encore énormément de volume là-dessus, mais il y a pas une grande croissance actuellement. Ouais. Google a le search, la recherche. Ouais. La recherche est vraiment un facteur extrêmement distinctif. Là. Je veux dire, si je me cherche une croisière, c'est presque sûr que je vais passer par Google, mais Facebook a plus de concurrents chez les autres médias, si on veut, que Google, qui est beaucoup plus sur un îlot spécifique, qui est encore plus un monopole jusqu'à un certain point. Donc, il y a ce volet-là aussi. Mais il y a des nouveaux joueurs comme Apple qui s'en viennent aussi à surveiller. Jean-François, votre cheval de bataille, c'est l'autonomie face aux données. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Bien, l'autonomie face aux données, c'est quand, justement, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, BMR avait annoncé qu'il allait arrêter de faire Google et Facebook complètement. Ah oui? Il avait annoncé ça dans les journaux en grande pompe. Je pense pas qu'il avait donné une conférence InfoPresse sur le sujet. Ouais? Puis ça n'a pas toffé. Ça a pris 2 ou 3 mois, mais c'était fini. Parce qu'à un moment donné, c'est ça que j'appelle la dépendance. Ouais. Je veux dire... Ah oui, c'est ça. Quand tu annonces ça sur toutes les plateformes, puis que 2-3 mois après, ben, tu le réactives, ils n'ont pas fait de communiqué de presse pour dire qu'il allait le réactiver. Non, en même temps, je me mets à la place de BMR. Enfin, c'est le cas pour toutes les entreprises. Ah, ben absolument. Ça, je ne dis pas qu'eux sont pires que les autres. C'est vraiment pas ça. C'est juste que ça illustre tout à fait la dépendance, qui est très grande parce que on a baissé les bras il y a quelques années, puis là, on se rend compte aujourd'hui de... Donc, tu sais, l'autonomie, c'est d'avoir l'information sur ma clientèle, puis c'est être capable de la réutiliser dans l'avenir par courriel. C'est envoyer un courriel. Puis aussi, quand j'arrive avec mes données sur une plateforme comme Google, puis je dis, je veux rejoindre ces gens-là. Je prends ma liste de courriels là, que j'ai capturée dans mes données transactionnelles, je l'upload sur Google, je la télécharge sur Google, et là, Google me dit, parfait, je peux rejoindre ces gens-là sur mon réseau. Quand je fais ça, là, j'achète juste les impressions publicitaires de Google, j'achète beaucoup moins de données d'audience. Ça me coûte beaucoup moins cher faire ça. Fait que même pour un achat média, d'amener mes données, ça a énormément de valeur. Donc, je diminue ma dépendance quand même. Je vais quand même acheter du Google, mais je vais l'acheter beaucoup plus intelligemment. Donc, c'est aussi inviter les entreprises à être propriétaires de leurs données plutôt que d'aller les chercher uniquement via Google et Facebook. Exactement. Noémie, est-ce que vous, d'avoir les adresses courriels, j'imagine, de vos clients, c'est un peu le nerf de la guerre dans votre industrie? C'est comme ça que vous les rejoignez principalement? Oui, c'est comme ça qu'on peut les rejoindre, autant pour des initiatives marketing que pour des avertissements de changement d'horaire de croisière. Là, on a quand même des communications aussi à faire avec eux. Donc, c'est super important d'avoir leur adresse courriel pour les campagnes publicitaires email ou les audiences similaires là, qu'on peut aller développer avec ça. Donc, oui, pour nous, c'est le nerf de la guerre. Puis c'est plus que le courriel. Vous, dans votre cas, j'imagine, c'est aussi le numéro de téléphone, c'est aussi les coordonnées plus précises des voyageurs pour, évidemment, des questions d'information, parfois de sécurité. Ouais. Donc, obtenir ces informations avec le consentement de vos clients, dans votre cas précis, j'imagine que c'est somme toute assez facile. Bien, les gens, quand ils achètent leur billet, ils peuvent remplir leurs informations, puis justement, on a d'où ils viennent, puis c'est quoi leur adresse courriel. Puis Jean-François, je me mets à la place d'autres entreprises dans le domaine du tourisme ou des attractions de façon plus générale, qui n'ont peut-être pas cette facilité-là pour aller chercher des données aussi facilement dans le processus d'achat. Comment on fait concrètement pour le faire, évidemment avec le consentement du client? Ben, il y a toute une grande tendance, là, puis je vais la dire en anglais parce que c'est vraiment comme ça les gens... Ils appellent ça « privacy by design ». C'est-à-dire que de plus en plus, on essaie de penser les applications. Quand je dis application, je dis au sens large, là, système, application mobile, application Internet et compagnie. C'est de penser avec la vie privée en tête au moment où on la développe. Pas de développer une application puis de faire venir les avocats pour la regarder après, mais bien de se poser la question, c'est quoi l'échange de valeur qu'on fait avec notre utilisateur? On lui demande la donnée, je dis, hey, je vais t'envoyer ton billet avec ce email-là. Ah, ça fait du sens. On veut pas ce moment inconfortable quand on est à l'épicerie puis que la caissière nous demande, c'est quoi ton code postal, Arnaud? Là, t'es comme, mais pourquoi tu veux mon code postal? Tu sais, ce moment-là, un peu bizarre, inconfortable, c'est d'éviter ça. C'est de trouver pourquoi je te demanderais ça. Fait que, par exemple, les détaillants, où ils vont dire, tu viens, tu sais, si tu me donnes ton courriel, tu vas pouvoir perdre ta facture, puis ta garantie va être... on va toujours pouvoir te protéger ta garantie en gardant le courriel. Ouais, c'est un bénéfice, exactement. Faut leur dire, pourquoi tu me donnerais ça?
what's in it for you de me donner ça? Fait que c'est vraiment cet échange de valeurs-là qui est important de réfléchir. Oui. La deuxième étape, quand on a une base de données, c'est de segmenter pour donner de la valeur ajoutée à chaque sous-groupe. Par exemple, pour une attraction, on pourrait s'adresser uniquement à des chefs de famille ou à des organisateurs de séjour. Noémie, est-ce que c'est quelque chose que vous faites chez AML de segmenter et ensuite de communiquer selon ces mêmes segments-là? Oui, nous, on segmente. On a plusieurs clientèles. Donc, on a les gens qui viennent en croisière qu'on appelle individuels, donc monsieur, madame, tout le monde sur le bateau. On a aussi une clientèle qui est corporative, donc vraiment des entreprises là, qui viennent, exemple, faire un party Noël à bord. Donc, on est vraiment en mode B2B avec eux. Oui. On a des écoles aussi qui viennent sur nos bateaux. Donc, on a vraiment toutes sortes de clientèles. Puis, c'est sûr qu'on leur communique pas la même chose de la même façon. Là, on essaye d'être ciblé. Je dirais qu'on pourrait travailler à être un petit peu plus ciblé. Là. Je pense que ça fait partie de nos préoccupations, mais on est quand même assez ciblé en termes de ces grosses clientèles. Ouais, donc, vous ne faites pas de mass mailing. Là. Vous, dans le fond, c'est ça que je comprends, c'est que chaque courriel ou chaque campagne est vraiment... adressé à un marché. Même, on peut cibler jusqu'à Québec, Montréal. Ce qui fait du sens. Jean-François, vous dites que dans un monde idéal, une organisation touristique devrait recevoir des conseils de consultants, de tiers pour la mise en place d'une stratégie de données. Mais qu'elle devrait être en mesure d'opérationnaliser le tout dans son équipe marketing. Pourquoi il faut éviter de tout confier à une agence externe? Ben, c'est parce que ça revient tout le temps. Avoir des gens sur son bateau, c'est une des grandes... je veux dire, AML, ils conduisent des bateaux, ils amènent des gens à bon port, mais ils ont besoin de toujours avoir besoin de trouver des gens sur leur bateau. Le zoo de Granby a toujours besoin d'avoir des visiteurs. C'est tellement de composantes importantes. Majeures du modèle d'affaires. C'est comme un peu, on dit, ça serait le fun que tu puisses être propriétaire un jour parce que c'est 30-40% de ton revenu qui passe dans ton logement, mais c'est un peu la même chose. Le marketing, c'est une fonction importante d'une entreprise touristique. On parle de toujours renouveler des clients. Donc, pour moi, c'est un muscle c'est un organe central à la bonne santé d'une organisation touristique. Fait que je pense que tu ne devrais pas sous-traiter complètement ce type d'expertise-là, de connaissances-là. Quand je dis prendre un consultant, là, c'est dire tu n'as peut-être pas besoin de quelqu'un qui est là qui peut réfléchir à la stratégie globale. Tu n'auras pas besoin de réfléchir à la stratégie globale à chaque 10 jours, mais à tous les jours, tu vas envoyer des courriels à tes clients, puis à tous les jours, tu vas envoyer des sondages, puis à tous les jours, tu vas analyser ces données-là. Donc, tu dois quand même développer ce muscle-là à l'interne. Je pense que c'est important. Mais avoir des consultants pour prendre du recul, j'imagine, ou avoir du recul sur des stratégies... Sur des stratégies, sur des technologies, sur des façons de faire, sur d'autres... Parce que les consultants, souvent, ils vont travailler avec d'autres entreprises qui vous ressemblent. Ils vont pouvoir vous faire plus directement... Et souvent, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils parlent directement aux vendeurs de plateformes. J'ai rien contre les vendeurs de plateformes, mais eux, ils vont vous dire que peu importe c'est quoi que vous voulez faire, c'est leur plateforme la meilleure chose. Un consultant va vous amener de la neutralité puis du recul par rapport à ça. Puis ça va être de l'argent bien investi. Puis, mais je me mets à la place d'une entreprise qui veut justement développer ce muscle à l'interne. Dans une industrie de données, on le voit là depuis le début de ce balado qui évolue vite. C'est quoi l'expertise à développer pour rester à jour, dans le fond, sur toute cette connaissance des données? Je dirais la curiosité. Ouais, c'est large. Non, mais je veux dire, tu sais, c'est un art où tu comprends le courriel, tu comprends le média, l'achat média, tu comprends les technologies un petit peu, tu comprends les plaques tectoniques médias sur la planète, ce que Elon Musk est en train de faire, ça a un impact. C'est pour ça que je dis la curiosité. Curiosité générale, mais après, il faut quand même connaître, je comprends, les achats médias, il faut comprendre... Oui, il faut comprendre, il faut avoir quelqu'un dans son organisation quand même qui est capable de... Nous autres, on appelle ça un traducteur de données. Hein? C'est-à-dire qu'il est capable de prendre la donnée, de regarder des données puis d'amener à la bonne personne dans l'organisation le insight. Hein? Qu'est-ce qu'on retient de ça puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Puis les dirigeants qui ne comprennent pas nécessairement ces choses-là, leur travail, c'est de faire de la place à ces gens-là. Oui, tout à fait. Qui souvent ne sont pas... Il y a quand même des gens un petit peu geeks là-dedans. Là, des gens un petit peu... Ça peut faire peur. Qui tiennent leurs pantalons très, très haut. Là. Et ils ne sont pas toujours les plus politiques dans les organisations. Les dirigeants, leur travail, c'est de leur faire d'une place à ces gens-là, de les écouter, puis d'agir sur les choses qu'on découvre dans les données. Parce qu'encore là, des fois, la donnée, elle existe déjà dans les organisations. Là. Des fois, il n'y a même pas de technologie à mettre en place ou quoi que ce soit. C'est déjà là. C'est juste qu'il n'y a personne, il n'y a pas de responsable d'être obsédé par qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces données-là comme réponse. Pour repérer tout ça. Noémie, on finira là-dessus. Vous, à l'interne, qu'est-ce que vous faites pour développer l'expertise, la vôtre, celle de vos équipes, sur cette question-là des données?
Ben, c'est sûr qu'en tant qu'équipe marketing, on reste curieux. On s'intéresse à ce qui se passe aux nouvelles technologies. Nous, on a la chance d'être quand même une équipe de 6 personnes, 7 même dans l'équipe marketing. Fait que, tu sais, on a quand même une bonne force de frappe, mais on a des gens qui sont vraiment attitrés à analyser les données puis aller les chercher. Là. Fait que c'est sûr que ça a un bon impact. Puis au niveau du leadership, ben, il y a beaucoup d'ouverture. Fait que c'est sûr que ça, c'est ça positif change pour tout. nous. Ouais, vraiment. Bon. Alors, merci beaucoup Jean-François Renaud, Noémie Cousineau d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, c'est fascinant. Je pense qu'il y a plein de choses à continuer d'apprendre dans ce vaste univers des données-là. Ne manquez pas les autres épisodes de Destination Numérique. On parle notamment d'outils numériques pour le développement durable, de stratégies de contenu ou encore du métavers. Soyez avec nous et on vous dit à très bientôt. Merci.